Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour le 19h Info. Voici les principaux titres de l'actualité internationale de ce vendredi 11 avril. Une trentaine de martyrs et plus de 100 blessés au 25e jour de l'agression sioniste sur Gaza. Depuis la violation du cessez-le-feu, l'occupation intensifie ses attaques contre les familles notamment. Le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf prend part aux travaux du sommet diplomatique d'Antalya. La 4e édition se penchera sur la restauration du rôle de la diplomatie dans un monde divisé. Jamais un éventuel règlement du conflit en Ukraine n'avait semblé aussi proche. Le président russe Vladimir Poutine reçoit l'envoyé spécial américain Steve Witkoff à Saint-Pétersbourg. Une rencontre très suivie sur laquelle nous reviendrons dans ce journal. Et à la veille des pourparlers entre Washington et Téhéran sur le dossier du nucléaire, l'Iran dit rechercher un accord pragmatique. Madame, Monsieur, bonsoir. L'entité sioniste intensifie son agression contre les civils palestiniens dans la bande de Gaza. Au 25e jour consécutif de la reprise du génocide, les bombardements et frappes sionistes ciblent l'ensemble des régions de l'enclave. Le bilan de l'agression sioniste s'est alourdi à 50 912 martyrs et 115 981 blessés selon les autorités sanitaires palestiniennes. Les corps de 26 martyrs et 106 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. À noter aussi que pas moins de 1542 Palestiniens sont tombés en martyrs et 3940 autres ont été blessés depuis le 18 mars dernier, date de la reprise de l'agression sioniste. Et puis, imaginez une famille entière rayée littéralement de l'état civil. C'est un crime que l'entité sioniste commet quasi quotidiennement à Gaza. C'est désormais le sort réservé par l'armée d'occupation à la famille Al-Fara, exterminée dans un bombardement aérien à Khan Younes. Il pleure son enfant. Ses bras sont vides et son monde s'est effondré. Avec les larmes de ce père coule la douleur d'un peuple massacré à huis clos. Nous sommes à Khan Younes, le nom d'une ville à Gaza que le monde entend chaque jour sans jamais écouter ses cris de détresse. L'armée sioniste frappe sans relâche. Cette fois-ci, la cible, c'est la famille Al-Fara qui est décimée dans sa maison, faisant 10 martyrs, dont 7 enfants. Des témoins ont également fait état de tirs continus et intensifs de l'artillerie de l'armée sioniste durant la matinée. À quelques kilomètres de là, une petite fille fouille les ruines. Elle cherche l'enfance qu'on lui a volée dans les gravats de sa maison détruite. Tous mes jouets sont ici. Ils ont été détruits. Comment peut-on les récupérer? Je n'ai pas d'autres jouets. Je vais jouer toute seule. Ce ne sont pas des dommages collatéraux, ce sont des cibles directes. Des êtres humains piégés dans une guerre d'épuration ethnique qui ne leur laisse aucun refuge. Les zones d'habitation deviennent une cible d'une machine de guerre assoiffée de sang, en vue de préparer un plan diabolique. Raser des ponts entiers de l'enclave palestinienne et étendre les zones soumises à des incursions terrestres en vue de couper les connexions entre le nord et le sud. Appuyée par ses alliés complices, l'entité sioniste agit dans le dos du droit international avec une liste de crimes contre l'humanité, langue comme le bras. En attendant le réveil de la communauté internationale, la famille Al-Fara rejoint une autre liste, elle aussi très longue, celle des familles palestiniennes rayées de l'état civil, n'ayant pour seul espoir de consolation que la justice divine. Et au moins 3 Palestiniens sont tombés en martyrs lorsque l'armée d'occupation sioniste a pris pour cible un regroupement de civils au niveau de la rue Nizar à Shoujaïa, au centre-est de la bande de Gaza. Dans le détail du bilan des victimes des attaques sionistes, toujours au moins 3 civils palestiniens ont été tués par un raid de l'armée d'occupation
ayant ciblé cette fois-ci une école dans la région de Atatra, à l'ouest de Beit Lahia. Et ces images choquent mais néanmoins émouvantes du plus jeune Palestinien tombé en martyr ce vendredi à Razal portent le nom de Shem. Ce nourrisson avait auparavant été amputé d'un bras lors d'un bombardement de l'armée d'occupation contre une maison appartenant à sa famille. Et après avoir bombardé intensément la ville de Reza et ses environs dans le centre de l'enclave palestinienne durant les derniers jours, l'armée d'occupation élargit le spectre de son agression via l'extension de ses opérations dans la région et contraint par la force les habitants des zones de Choujaïa, Zaytoun Est, Nour ou encore Toufah à fuir les bombardements et à se déplacer ailleurs. Et pour tenter de décrypter la stratégie menée par l'entité sioniste visant à bombarder des carrés d'habitation à Reza, nous accueillons Badis Renissa, expert en questions internationales et géopolitiques. Badis, bonsoir. Bonsoir Herdine. Badis, quel est selon vous l'objectif qui se cache derrière cette façon de vouloir cibler des familles entières dans des endroits précis de l'enclave depuis la violation du cessez-le-feu et la reprise de l'agression par l'entité sioniste? N'est-ce pas là la définition exact d'un génocide, c'est-à-dire exterminé de manière méthodique? Tout à fait, il faudra se mettre un peu dans la tête de ce tortionnaire, ce génocidaire qui est Netanyahou, qui est quand même quelqu'un sur lequel il a cette épée de Damoclès qui est celle de justement de la rupture avec son propre peuple, mais surtout aussi, je dirais, la dissolution de son propre gouvernement extrémiste et surtout messianique, qui croit, en fait, justement, d'une manière idéologique, à exterminer l'autre pour pouvoir survivre. C'est ça le Eretz Israël, c'est ça le grand Israël. Il doit être construit justement sur des victimes, sur notamment aujourd'hui des martyrs qui sont des populations démunies, mais surtout innocentes. Ensuite, ce que j'ai qualifié de guerre de la terreur. Pourquoi? Parce que c'est aussi un dessein politique derrière ce génocide, comme vous l'avez dit, méthodiquement orchestré, mais surtout caractérisé par des faits réels. Plus de 1410, peu ou prou, familles ont été rayées de l'état civil. C'est pour vous dire que c'est plus de 6000 personnes. Donc, il y a un dessein politique parce qu'il y a un levier de pression à mener, et c'est ce qu'essaye tant bien que mal Netanyahou à mettre en place, à savoir cette épuration ethnique, ce déplacement de la population par la terreur. Donc cette guerre de terreur a là pour dessein, effectivement, pour finalité, de pouvoir accélérer et mettre la pression et la panique au camp, justement, des Palestiniens, sauf que ça fait l'effet inverse. Il y a aussi une autre finalité aussi stratégique, qui est celle de, justement, dissocier le peuple palestinien de la résistance. Ouais. Et puis enfin, vous avez aussi un autre point, et non des moindres, qui est celui de, finalement, se dire, en faisant cela, nous allons éradiquer la résistance de ses racines, éradiquer l'identité palestinienne elle-même. Donc, vous imaginez, dans la tête des familles qui sont sous les bombardements aveugles, mais surtout des bombardements méthodiquement structurés et ciblés, le but ultime, c'est effectivement d'essayer de créer de la panique, créer un levier de pression aussi sur le Hamas, puisqu'on ne peut pas décorréler cela des négociations qui sont en train de se faire pour le cessez-le-feu, pour essayer d'avoir un rapport de force virtuel, encore une fois, puisque je reviens sur son armée, l'armée de Netanyahou, vraisemblablement, plus de 1000 déserteurs ce matin, avec une pétition pour justement cesser les combats, au détriment effectivement d'une paix durable. C'est pour vous dire qu'effectivement, la maison Netanyahou est en ce moment sur des fondations sablonneuses, sur des fondations houleuses. Merci infiniment Badis Renissa pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes expert international en questions géopolitiques. Merci à vous. La suite de l'actualité, parallèlement, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient a déclaré qu'environ 400 000 personnes ont été déplacées dans la bande de Reza suite à la rupture du cessez-le-feu par l'entité sioniste. Il s'agit, selon l'UNRWA, du blocage de l'aide et des fournitures commerciales, justement le plus long depuis le début de l'agression. L'agence onusienne a appelé au renouvellement immédiat du cessez-le-feu
et à la libre circulation de l'aide humanitaire et des fournitures commerciales. Je vous propose justement d'écouter en exclusivité la déclaration du chef de l'UNRWA, Philippe Lazzarini. Il est interrogé par notre journaliste Yassine Mohamdi. Depuis la violation du cessez-le-feu, les opérations militaires ont été intensifiées avec un blocus général au niveau des points de passage terrestres, alors que la population reçoit sans cesse des injonctions pour qu'elle se déplace. Il n'y a ni nourriture ni médicaments et actuellement les organisations humanitaires ne peuvent plus intervenir. L'UNRWA peut assurer un service minimum, mais les réserves sont épuisées. Et donc l'avenir de l'aide humanitaire est tributaire du cessez-le-feu. En tant qu'agence, l'UNRWA s'engage à rester et à offrir des services malgré l'environnement hostile et la mort de plus de 280 de nos membres. Je vous en parlais en titre, le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf a pris part ce vendredi en Turquie à la cérémonie d'ouverture de la 4e édition du forum diplomatique d'Antalya, présidé par le président turc Recep Tayyip Erdogan. L'édition de cette année, qui se tient du 11 au 13 avril, aura pour thème « Restaurer le rôle de la diplomatie dans un monde divisé ». Rappelons que le programme de la 4e édition du Forum diplomatique d'Antalya comprend pas moins de 10 ateliers dédiés à la discussion autour des questions et dossiers d'actualité les plus importants au niveau international, auxquels participeront des responsables gouvernementaux aux côtés de représentants d'organisations internationales. Initialement, le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf a eu des entretiens bilatéraux avec ses homologues croates Gordan Grilic Ramdan, justement, et le ministre des Affaires étrangères tchadien Abdallah Sabr Fadl. Les discussions ont porté sur un ensemble de dossiers d'intérêt bilatéral et international. Ahmed Attaf a également rencontré le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, avec qui il a discuté de la situation humanitaire tragique dans la bande de Gaza, ainsi que des entraves sionistes aux activités de l'UNRWA. Dans le même contexte, Ahmed Attaf a eu des discussions avec le procureur de la Cour pénale internationale sur les mesures prises par cette institution judiciaire mondiale pour poursuivre les responsables de l'occupation sioniste impliqués dans la commission de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. Enfin, le ministre des Affaires étrangères algérien a échangé lors d'une rencontre avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Libye des points de vue et des analyses concernant les derniers développements sur la scène libyenne et les perspectives visant à mettre fin à la division dans ce pays frère sous l'égide des Nations Unies. Et les travaux de la réunion quadripartite de coordination sur la migration irrégulière ont débuté vendredi à Naples, en Italie, avec la participation du ministre de l'Intérieur algérien Brahim Red. Cette rencontre, qui regroupe également l'Italie, la Tunisie et la Libye, permettra d'évaluer le niveau de coopération entre les 4 pays en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière, en particulier la migration irrégulière et la traite des êtres humains. Elle constituait aussi pour l'Algérie une occasion de rappeler l'engagement constant du pays à renforcer la coopération et la coordination sécuritaire avec les pays frères et amis pour faire face aux différents défis communs. Dans un tout autre dossier, après les 125% annoncés hier, les États-Unis portent à 145% le taux de taxe douanière imposé à la Chine, une guerre commerciale sur fond d'escalade entre Washington et Pékin concernant les droits de douane et une surenchère à ne pas en finir aux grandes dames de l'économie mondiale. Choc des titans sur les droits de douane. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ont atteint un nouveau sommet. Petit rappel, auparavant Washington a annoncé une augmentation significative des droits de douane sur les produits chinois, portant leur taux à 125%. Pékin a riposté et porte ses surtaxes sur les produits américains à 125% également, avec la possibilité de les augmenter davantage avant que l'administration américaine décide de surenchérir en annonçant un nouveau taux de 145%. Les États-Unis cherchent à parvenir à un accord avec la Chine.
On verra bien ce qu'il se passe avec la Chine. On aimerait bien pouvoir conclure un accord. Ils ont exploité notre pays pendant longtemps. Ils nous ont arnaqués comme personne. Comment des gens ont-ils pu accepter cela à ma place? C'est incroyable. Avec une économie mondiale encore en convalescence après les crises précédentes, ces nouvelles augmentations risquent d'aggraver la fragilité de l'économie mondiale. Dans l'espoir de protéger les intérêts économiques communs, les liens entre la Chine et l'Union européenne se renforcent. L'Espagne soutient une relation plus équilibrée entre les deux parties. Nous pensons qu'il existe des possibilités d'approfondir les relations bilatérales entre l'Espagne et la Chine, ainsi qu'entre la Chine et l'Union européenne. Je pense qu'il est essentiel que la Chine soit sensible à la demande légitime de l'Espagne et de l'Europe d'avoir des relations plus équilibrées, et donc moins en faveur des intérêts chinois, ce qui est légitime, mais qui, selon nous, peut être beaucoup plus équilibré. Cette guerre tarifaire pourrait avoir de lourdes répercussions sur les marchés mondiaux. Les prochaines heures détermineront si les négociations entre Pékin et Washington parviendront à désamorcer la situation ou l'escalade continuera avec des répercussions graves sur l'économie mondiale. Vous en parlez également en titre, l'envoyé du président américain en Russie, reçu ce vendredi par le président russe à Saint-Pétersbourg. La rencontre Poutine-Witkoff a enfin eu lieu. Au menu des discussions, la recherche d'une base commune pour un règlement en Ukraine. Des négociations méticuleuses, c'est ce à quoi il faut s'attendre concernant les discussions entre Russes et Américains. Après la visite de l'émissaire russe aux États-Unis, c'est au tour de Steve Witkoff, émissaire de Trump, arrivé en Russie où il a été accueilli par le président russe pour un entretien. Selon Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, il ne faut pas s'attendre à une percée diplomatique. Le travail est continu, méticuleux. Des échanges de points de vue, porter les préoccupations des uns et des autres à l'attention des autres. C'est pourquoi il s'agit d'un travail très méticuleux. Il ne faut pas s'attendre à des percées dans ce domaine. Côté américain, Washington a réclamé à Moscou de se bouger. Ce sont là les mots du président américain. À l'heure actuelle, plusieurs tractations ont déjà eu lieu avec Russes et Ukrainiens séparément, mais aucune avancée significative n'a été observée. C'est la troisième fois qu'un émissaire américain rencontre le président russe depuis le début du conflit qui remonte à plus de 3 ans. La visite de Steve Witkoff intervient par ailleurs au lendemain d'un nouvel échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie et d'une série de discussions sur le fonctionnement de leur mission diplomatique, pour la deuxième fois depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. L'Iran a affirmé vendredi rechercher un accord sérieux et équitable avec les États-Unis sur le programme nucléaire iranien à la veille de pourparlers entre les deux pays ennemis à Oman. Loin de se donner en spectacle et de se contenter de parler devant les caméras, Téhéran recherche un accord sérieux et équitable, a déclaré Ali Shamkhani, conseiller du guide suprême Ali Khamenei. A noter que les pourparlers d'Oman, les premiers du genre depuis 2018, ont lieu malgré les menaces du président américain Donald Trump de recourir à l'option militaire en cas d'échec et de nouvelles sanctions américaines visant le programme nucléaire et le secteur pétrolier iranien. Dans l'actualité en Afrique, situation de nouveau tendue au Soudan. L'armée soudanaise a annoncé la mort de 20 personnes lors de nouvelles attaques opérées par les forces de soutien rapide contre des civils à Al-Fashar, au nord du Darfour. 27 autres personnes ont été blessées lors de ces attaques. Les Gabonais sont appelés aux urnes demain pour élire un nouveau président lors d'une élection à laquelle figurent 8 candidats, dont l'actuel président et homme fort du pays, Brice Oligui Nguema. Le ministère de l'Intérieur a promis des résultats au plus tard le 16 avril. Le Gabon se rend aux urnes samedi prochain pour sa première élection présidentielle depuis le départ de Ali Bongo Ondimba en août 2023. Assurant la transition, Oligui Nguema avait alors engagé un programme prônant la lutte contre la corruption et le changement.
Bon, les élections passées, on savait déjà à quoi s'attendre. On connaissait déjà à quoi s'attendre. Aujourd'hui, comme on dit, c'est une lueur d'espoir. Personnellement, c'est ça en fait. J'ai vu une lueur d'espoir au 30 août et vraiment, j'ai décidé de participer à cette élection pour changer les choses en fait. En mars dernier, Nguema a annoncé sa candidature aux prochaines élections présidentielles et 7 autres candidats sont en lice. Son principal adversaire, Alain-Claude Billy, l'ancien Premier ministre de Bongo, qui a créé son propre mouvement Ensemble pour le Gabon dans le but de se distancer du régime Bongo. Un militaire à la retraite a exprimé son soutien à Nguema, espérant que l'actuel homme fort du pays aiderait le Gabon à améliorer les routes et les soins de santé, deux sujets sur lesquels Nguema s'est basé pour sa campagne présidentielle. Maintenant que nous allons à un nouveau régime, nous attendons du nouveau président tout ce qu'il a promis, il faut qu'il le réalise. Parce que c'est bien beau de promettre, il faudrait qu'il réalise. Le futur président de l'État dépend au fait de nous, dépend au fait de notre voix, de ce que nous allons choisir et de ce que nous allons décider. Selon les analystes politiques, Nguema bénéficierait d'opinions favorables compte tenu de ses avantages en tant que chef d'État sortant et de sa popularité en tant que principal acteur de la période ayant suivi la fin du régime d'Ali Bongo. Ses adversaires semblent vouloir jouer pleinement leur carte politique en vue de le battre dans les urnes. Qu'importe le vainqueur, disent les Gabonais, le grand gagnant des élections devra être la démocratie. Pour un éclairage sur les enjeux de ce scrutin, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-France Réveillard depuis Paris, journaliste rédactrice en chef de Forbes Afrique, également experte des questions africaines. Bonsoir madame. D'abord, quels sont les enjeux réels de cette élection ? Merci pour votre invitation. Alors, au-delà du bon déroulement du scrutin en lui-même et du retour à l'ordre constitutionnel, c'est bien la rupture qui est le mot-clé de cette élection présidentielle et dont chacun se revendique aujourd'hui. Et ce ne sera pas si simple, tant l'empreinte de la famille Bongo a marqué l'histoire du Gabon sur les 50 dernières années. Chacun est plus ou moins de près ou de loin associé à cette famille. D'abord, le favori, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a été jadis l'aide de camp de feu Omar Bongo avant de devenir bien plus tard le chef de la garde républicaine d'Ali Bongo. Face à lui, celui qui fait figure de principal opposant, Alain-Claude Billy Binze, a été ministre, mais surtout le dernier premier ministre d'Ali Bongo. Et donc, à cette promesse de rupture, il faudra poser rapidement des actes forts pour ne pas décevoir les attentes immenses des Gabonais aujourd'hui. Marie-France Réveillard, quel défi devra relever le Gabon pour se redresser, notamment sur le plan économique? Rapidement, s'il vous plaît. Marie-France Réveillard, est-ce que vous m'entendez? Le prochain président du Gabon devra s'attaquer à un certain nombre de défis et engager de nombreuses réformes pour pouvoir améliorer sensiblement le quotidien des Gabonais. Il lui faudra s'attaquer d'abord au chômage, un chômage endémique qui concerne pratiquement 40% de la jeunesse aujourd'hui. Il devra accélérer la diversification économique pour s'extraire d'une trop grande dépendance aux exportations pétrolières. Et pour ce faire, il va falloir investir massivement dans les infrastructures. Il faudra donc attirer des fonds et cela sera rendu possible à la condition d'améliorer le climat des affaires dans son ensemble, de lutter contre la corruption et tout ça en évitant de tomber dans le piège d'une chasse aux sorcières qui pourrait entamer, voire fragiliser l'unité nationale. Merci à vous Marie-France Réveillard pour tous ces éclairages. Je rappelle, vous êtes chroniqueuse, journaliste, spécialiste des questions africaines, également rédactrice en chef de Forbes Afrique. Sans transition, Centrafrique, une patrouille mixte composée de casques bleus de soldats centrafricains a été mise en place pour renforcer le dispositif sécuritaire dans le sud-est du pays, selon la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité en Centrafrique. La MINUSCA a par ailleurs indiqué que 30 cadres des forces de sécurité intérieure ont
participé à un séminaire sur l'élaboration d'un plan pluriannuel de formation. L'objectif de cet atelier était d'identifier les besoins en formation spécifique pour renforcer les compétences opérationnelles et managériales tout en représentant les défis actuels de la sécurité publique en Centrafrique. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La suite avec l'échiquier international présenté par Leïla Gartal.